Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Les veuves réclament beaucoup plus de droits. Alors, c'était à l'occasion de la journée internationale des veuves, célébrée le 23 juin, où des veuves au Togo se sont exprimées sur la situation ou l'encadrement légal de leur situation au Togo. Il faut dire que le Code de la famille et des personnes, la nouvelle version protège ou du moins ça a apporté certaines améliorations à la situation des veuves, mais elles estiment qu'on peut toujours faire mieux. Et dans ce sens, elles réclament beaucoup plus de droits, notamment en ce qui concerne la part qui leur revient en matière de succession ou de l'héritage, disons-le plus facilement comme ça, puisque selon le Code à l'article 428, elles ont droit à 28% de l'héritage laissé, puisque c'est des veuves que nous parlons. Donc si c'est le mari qui meurt, la veuve a droit à 28% plutôt. Qu'est-ce que je dis? Au quart, donc 25% de l'héritage laissé par le mari. Elles estiment qu'il faut en rajouter. Voilà, de façon plus simple. Nous allons en parler avec nos invités. Je commence par qui veut prendre la parole en premier. Je pense que c'est vous, Adam. Oui, ça permet. Voilà. Donc, les femmes réclament beaucoup, ou du moins les veuves réclament beaucoup plus de droits. Elles estiment que les 25% qui leur sont attribués au niveau de la loi ne suffit pas normalement au regard des réalités actuelles. Oui, vous savez, je pense que avant de parler de la question de la législation liée aux tests et aux avantages qu'offrent ces tests-là, il faudrait quand même situer le contexte. Vous savez, afin de porter l'attention de la communauté internationale sur les souffrances qu'enduisent les veuves après le décès d'un des congés, majoritairement, ils sont les veuves, qui sont pour la plupart du temps pointés du doigt. La communauté internationale a instauré le 23 juin, comme vous l'avez dit, depuis 2010, comme journée internationale des droits de la femme. Et profiter justement de l'opportunité qu'offre cette journée pour réellement parler des souffrances qu'enduisent naturellement les veuves lorsque ils venaient donc à perdre leurs époux. Justement, lorsque nous prenons globalement l'Afrique, c'est vrai qu'il y a la législation. Cette législation-là est due justement au fait que ces souffrances-là devenaient de plus en plus accrues dans les communautés, dans nos communautés qui sont majoritairement des communautés où nous avons des sensibilités liées donc à nos us, coutumes et traditions qui ont instauré donc la législation à être plus ou moins, on va pas dire endurcir la législation, mais faire en sorte que il y a une part en tout cas bien tranché en ce qui concerne le partage de l'héritage. Mais lorsqu'on parle de la famille, malheureusement, c'est vrai que cette tradition-là n'est pas toujours écartée et que la question d'héritage soit la question principale qui s'invite, en tout cas dans ce genre de situation, étonne plus d'un également. Puisque au-delà de tout, le tissu social se trouve à être fragmenté, qu'on soit dans ce cas ou qu'on soit pratiquement dans les cas où, en tout cas, la femme est convoquée dans la situation familiale en ce qui concerne que ce soit le décès de l'époux ou pratiquement lorsque vous portez votre conjoint devant une juridiction. Vous savez, dans nos communautés, c'est pas toujours bien apprécié. Maintenant, revenons au cas précis de la veuve, des droits successoraux en ce qui concerne l'héritage. C'est une question prépondérante qui normalement interpelle le regard de tous. Il faut d'abord partir de la genèse. Qu'est-ce qui a conduit à cela? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et lorsque vous le prenez, surtout le camp le plus afférent qui, normalement, au-delà de la question successorale que vous avez évoquée, qui vous intéresse en tout cas, il y a les souffrances. Lorsque nous parlons des souffrances, c'est justement après le décès. Regardez ce qu'enduisent normal les femmes, majoritairement sont les femmes. On les expose, en tout cas, à des conditions traditionnelles très difficiles. Et justement, lorsque vous prenez ces législations, n'ont pas toujours pris soin de pouvoir recadrer en réalité cette question, même si cette question reste traditionnelle, c'est une question importante. Très important parce que nous sommes... Le Code des personnes et de la famille se prononce justement sur ces... Oui, il s'est prononcé, mais est-ce que cela est respecté à la hauteur des souhaits? Puisque ce qui est convoqué, c'est justement les conséquences. Et lorsque le Code
où la législation ne peut pas trancher sur ces questions-là. On peut véritablement en parler, mais justement, lorsque vous voyez les conséquences, vous soyez intellectuel, n'importe comment, vous ne pouvez pas vous rétracter de ces conditions. Ce qui fait que ce n'est pas exprimé à la hauteur des souhaits ou pratiquement la sensibilisation qui s'ensuit, mais vous-même, même si la législation vous confère des opportunités de pouvoir donc vous retraiter, les gens les subissent toujours. Et donc je pense que c'est à justice. Mais au-delà de ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à une référence donnée, lorsqu'on finit de les subir, il faudrait maintenant subir le tort ou pratiquement les avantages qu'offre en réalité le bénéfice successorial. Et c'est là, on a souffert. On a souffert, il faut bénéficier. Aussi. Et malheureusement, dans nos comtés, on a souffert. On veut encore interroger ou reconvoquer encore cette situation liée aux questions traditionnelles dans le partage de l'héritage. C'est là où moi je donne raison à ces femmes-là de convoquer, de ce point de vue, cette législation dont vous parlez. Et justement, cette législation, au jour de jour, on constate véritablement que les tests ont été pris. Mais ces tests-là sont toujours en défaveur de ces veuves-là. Parce que quelque part, on parle lorsque il n'y a pas de progéniture née dans une famille. On nous dit véritablement qu'il faudrait partager, je pense, 50%. Ça, c'est l'article 429. Voilà, qui dit, lorsque, à défaut de descendants, le défunt laisse un ou plusieurs parents ascendants, son conjoint survivant a droit à la moitié de la succession. Oui, et là, lorsque aujourd'hui les femmes le convainquent, moi je pense que c'est la justice. C'est vrai que vous voulez qu'on leur donne 100%? Mais non, puisque, en tout cas, je te posais une question. Puisqu'ils ont bâti, en tout cas, cet héritage ensemble, entre griffes, même si nous savons que... C'est pourquoi j'ai dit entre griffes, dans la mesure où nous savons aujourd'hui que dans nos comptes, surtout, cette question, en tout cas, de gestion de famille ou de couple, pose également problème. Parce que l'homme, la charte pèse toujours sur l'homme, et il faut avoir le bénéfice de ces héritages, des fois, pour parler du mariage, parce que les femmes ne sont pas tout de suite prêtes à pouvoir s'engager à partir du moment où il n'y a pas eu certaine aisance en ce qui concerne le bénéfice qu'elle pourrait donc tirer de ce couple-là. Je dis, non, c'est pourquoi j'ai dit, c'est le cas. Voilà pourquoi moi je prends d'une manière globale en disant que l'héritage a été bâti entre la femme et l'homme. Okay. Donc de toutes les façons, en l'absence d'un, il faudrait quand même que ça devienne à l'autre. Ok, voilà, on va prendre point par point pour mieux comprendre rapidement. Pour l'article 429, c'est quand il n'y a pas d'enfant, pour le dire terre à terre, la femme a droit qu'à la moitié. Vous pensez qu'il faut lui donner la totalité ou 75%? C'est ce qu'elle exige. De toutes les façons, je pense qu'il peut aller à 75% parce que quelque part, il faudrait quand même qu'à partir du moment où il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'héritier, il faudrait quand même que la famille du défunt continue par bénéficier de toutes les façons, parce que lorsqu'on parle de famille, il y a toute une tentacule qui s'invite. On ne peut pas quand même lui donner tout. Ça peut être la moitié. Non, ça ne peut pas, puisque ça a été bâti, comme je l'ai dit, par les deux. Et l'homme. Voilà. Alors, sur l'autre aspect, au cas où il y a des enfants, le code prévoit le quart, c'est-à-dire 25%. Pour la femme et 50%. En fait, la progéniture vient en avant. Et moi, je pense et elle pense qu'on ne peut pas mettre la progéniture. Non, moi, je pense là également, moi, je suis un peu contre. Parce que quelque part, je pense que lorsqu'on parle de bénéfices et lorsque vous avez la progéniture, de toutes les façons, vos enfants ne peuvent pas vous négliger. Donc, je pense que c'est de bonne loi qu'on mette véritablement donc la progéniture devant. Et ce que réclament ces femmes-là, je pense que c'est trop exigé. Il faudrait quand même que le bon sens puisse... C'est trop exigé. 25% pour vous, c'est bon? C'est bon, c'est très bon. Parce que quelque part, comme je l'ai dit, il faut convoquer le bon sens que de pouvoir rester, en tout cas dans le bénéfice en ce qui concerne les femmes. Puisque de toutes les façons, ça revient à vous à partir du moment où vous avez des progénitures, vos enfants prendront soin de vous, quel que soit le cas. Et lorsqu'on s'accroche à avoir la part du lion, moi je pense que il faut... Ça pourrait supposer, non, tout à fait. C'est supposer les choses. Alors, Damien, vous voulez réagir tout à l'heure, je reviens à vous maintenant. L'article 429, puisque c'est les deux qui ont été évoqués par Adam, je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres dispositions du code. Globalement, ces femmes réclament beaucoup plus de droits, beaucoup plus de parts dans la succession. Pour l'article 429, elles ont droit à 50% en cas d'absence de progéniture ou d'enfants. Et la famille, sûrement, va prendre le reste, ce qu'elle n'aime pas du tout. Mais au cas où il y a des enfants, elles ont droit au quart. Ça aussi, elles n'aiment pas. Vous savez, je n'aime pas trop parler de ce genre de sujet parce que bon, ça c'est lié à la mort de quelqu'un et tout ça, et ça semble un peu trop. Mais c'est la vie pratique, ça. Voilà, mais ça se rapproche un peu trop de la cupidité.
moi, j'aurais aimé m'atteler beaucoup plus à la non-connaissance des tests par certaines femmes, par certaines veuves, et aussi à la non-applicabilité de ces tests-là. Parce que vous savez, quand vous prenez cette législation, quand vous prenez le Code togolais des personnes de la famille, le législateur ne s'est pas levé du jour au lendemain pour prendre ce test-là. Mais on pense toujours que c'est en défaveur des... Non, écoutez, ce ne sont pas que les hommes qui meurent, les femmes aussi meurent. Donc, il y a des veufs. Il n'y a pas d'association de veufs. Ou bien, les hommes aussi vont aller créer les associations de veufs. Je ne le pense pas. Et les hommes aussi vont réclamer la modification des tests. Non, vous savez, on ne peut pas faire les choses à cause de l'humeur de certaines personnes à chaque moment. Déjà, quand une femme se lève et dit que non, dans le droit successoral, je préfère venir en premier avant mes enfants, ben, il faut se poser la question si ces femmes-là, en réalité, aiment vraiment ses enfants. En temps normal, est-ce que ces femmes-là, elles aiment vraiment son enfant? Parce que déjà, quand ton enfant soit en 15% de l'héritage de son papa, ben, toi, tu as déjà tes 25%. En plus, toi, tu travailles. L'enfant, lui, ne travaille pas encore. Bon, supposons qu'il est mineur. La loi n'a pas prévu si l'enfant travaille ou l'enfant ne travaille pas. Voilà, mais ce que ton enfant a, mais l'enfant, généralement, ne bénéficie que quand il devient majeur. Oui, bien sûr. Puisqu'il doit avoir un tuteur s'il est mineur. Donc, l'administratrice principale des biens de l'enfant, c'est la maman. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la maman qui gère les 100% jusqu'à ce que l'enfant ne devienne majeur et prenne ses 75%. Encore que la morale exige qu'un enfant doit prendre soin de ses parents. S'il travaille, s'il est majeur. S'il est majeur. Maintenant, quand l'article 429 dit que, bon, en cas d'absence de descendants, les parents du défunt prendront 50%. Terre à terre, prendront 50% et la femme va prendre 50%. Mais ça, c'est en l'absence d'enfants. Oui. Tu n'as pas fait d'enfant pour le monsieur, pour la famille. Donc, tu bénéficies 50%. Si le monsieur a laissé 50 millions, tu bénéficies 25 millions. Vous savez pourquoi on a divisé ça en deux parties comme ça? Pourquoi? C'est pour permettre aux parents aussi de suivi. Parce que il y a des enfants qui, de leur vivant, ce sont eux qui paient certains médicaments pour leurs parents, qui paient des traitements pour leurs parents. Et imaginez que juste après la mort de cet enfant-là, les parents se retrouvent sans rien et qu'ils ne peuvent même plus payer les médicaments, suivre leurs traitements médicaux. Alors là, vous les poussez à la mort. Vous les poussez à la mort. Donc, faisons les choses telles que de manière assez réfléchie et rationnelle. Il ne faut pas juste se dire non, nous sommes lésés et on exploite. Moi, sur les pratiques dégradants et même les tests au niveau des 50%, qu'on augmente au niveau des 50% par rapport à l'absence d'enfants, pour vous, c'est exagéré? C'est exagéré. C'est exagéré. Elles ont déjà ce qu'il faut. Les 50%, pour moi, c'est déjà énorme. D'autant plus qu'elle peut aller encore se remarier quelque part. 50%, si elle atteint, tu as déjà 50%. Vous voyez, c'est déjà dans les pays occidentaux, les femmes prennent le divorce comme bon, quelque chose de banal. Aujourd'hui, elles se marient à quelqu'un et elles divorcent, elles prennent l'héritage là-bas, elles se remarient encore et c'est devenu un fonds de commerce. D'autres même font en sorte que, bon, elles n'épousent que des vieilles personnes qui vont mourir, leur laisser l'héritage et après, elles se remarient. Nous, on ne va pas instituer ça ici. Moi, je veux plutôt... Mais est-ce que ça, ce n'est pas des exemples isolés? Parce que généralement, en tout cas dans nos cultures, ce n'est pas souvent ça. Oui, non, dans nos cultures. C'est pourquoi je dis, si on accepte ce genre de choses ici, ça va devenir le cas. Et la plupart de ces personnes-là qui disent que, bon, il y a certaines personnes qui tuent leur conjoint ou bien conjointe pour s'accaparer de leur richesse, ben, ils auront raison. Parce que vous savez, il y a dans certaines familles, la mort, ça n'avertit personne. Mais après, moi je dis, les femmes, certaines veuves sont lésées. Par rapport à quoi? Il y a certaines personnes, quand leur frère décède, et ces personnes-là, elles viennent, elles renvoient les femmes et la dame de la maison de leur père. Ces personnes-là s'accaparent de tous les biens du défunt et tout. Et les enfants et la femme de monsieur n'ont absolument rien. J'aimerais que ces femmes-là luttent beaucoup plus pour ça, pour l'application des tests qui sont déjà là, au lieu de réclamer la modification. Parce qu'il y a des dames même qui sont à l'intérieur du pays, elles ne réclament même qu'un lopin de terre pour continuer par cultiver après la mort de leur mari. Mais dire, moi, je veux 75% et que mon enfant ait 25%, mais excusez-moi le terme, mais c'est de la sorcellerie.
Merci beaucoup à vous, Gavé Adjaro. Alors, Constant Lemou, que dire de cette situation? Ces femmes réclament beaucoup plus de droits. Quand on dit beaucoup plus de droits, c'est à plusieurs égards. Hein. Mais on a juste pris, puisque c'est Adam qui a commencé avec... j'ai cité 2 articles, on a fait le débat de vue, je ne sais pas si vous allez l'ouvrir, mais pour les articles 428 et 429, pour les pourcentages, en cas de descendants ou d'héritiers enfants, disons, la femme a droit au quart et les enfants prennent le reste. Au cas où il n'y a pas d'enfants, la femme a droit à la moitié et la famille prend le reste. Là aussi, il y a débat. La femme voudrait qu'on augmente un peu plus sa part. C'est vraiment triste que la mort soit l'occasion ou une opportunité d'enrichissement, de revendication des biens du défunt. Mais il faut dire que la mort ne devrait pas aussi être l'occasion d'avilissement aussi du conjoint ou de la conjointe. Pas du tout. Je ne dis pas cela. Okay. Je ne dis pas du tout cela. Le mariage n'est pas une profession. Et la mort du conjoint ou de la conjointe n'est pas du tout une opportunité d'enrichissement du survivant. Mais quand on sait tout ce que souffre lorsque le veuve, les tests disent de veiller à ce qu'elle soit dans de bonnes lorsque les tests disent clairement que à la mort d'un homme, que la veuve bénéficie de 25% et que les enfants se partagent 115% de l'héritage, je ne vois pas encore, puisqu'il n'y a pas argument qui justifie la réclamation des veuves à ce qu'on leur laisse 50% ou 115%, ou du moins qu'on les privilégie, qu'on les privilégie dans l'héritage de ce qui est laissé par le défunt. Et elles n'ont pas encore avancé d'argument. Dans la disposition actuelle légale, les enfants se partagent 115%, ce qui est normal, parce que si jamais on laissait cette part-là à la veuve, ce n'est pas évident que tous les enfants soient issus de cette veuve-là. Oui, il y a des enfants naturels. Il y a des enfants, même je laisse le cas de polygamie. Okay. Dans la polygamie, toutes les femmes peuvent avoir été... disons, peuvent avoir le certificat de mariage. Ok, bien sûr. D'accord. Le problème ne se pose pas de ce côté. Vous parlez des enfants hors mariage. Je parle des enfants. En réalité, à la mort de l'homme, ce sont les enfants qui ont besoin du soutien. C'est eux qui ont besoin de l'héritage laissé par leur papa qui les soutenait dans leurs études. La femme aussi en a besoin. Quoi que ce soit. Je dis bien, je répète, les femmes qui travaillent n'ont pas besoin de ça. Les femmes qui travaillent, qui ont une source, pas forcément. Justement, c'est pourquoi je dis, je dis bien aussi. Il faut Guillaume, vous voulez me laisser aller dans mon raisonnement. Le mariage n'est pas une profession. Le foyer n'est pas une source de revenus. Par conséquent, la mort d'un conjoint ou du conjoint ou de la conjointe n'est pas une opportunité d'enrichissement du survivant. Mais ceux qui sont fragiles et laissés, ce sont les enfants. Les enfants qui ne sont pas majeurs, qui avaient encore besoin du soutien de leur papa pour survivre, pour évoluer dans les études, dans les formations, jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes majeurs. Alors, si les enfants sont encore mineurs, adolescents, dans le processus d'éducation, de scolarisation, de formation professionnelle, lorsque la veuve prend la plus grande partie de l'héritage, que deviennent les enfants? Surtout les enfants qui ne sont pas issus de cette veuve-là. Que deviennent-ils? C'est une façon, c'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Pour vous, maintenant, si les enfants sont tels quels, si les enfants adolescents sont tous de la même mère, eh bien, étant mineurs, par exemple, c'est cette veuve-là qui s'occupe, qui est l'administratrice des biens. Le fait et ce que nous constatons régulièrement dans nos sociétés, c'est que ces veuves prennent toutes ces richesses-là, au lieu de s'occuper réellement des enfants, elles sont nombreuses, celles qui détournent ces richesses-là pour se recruter un homme qu'elles entretiennent au détriment des enfants. Au détriment des enfants qui ont besoin de... qu'il ne faut pas prendre pour faire... Et non, ça tend à se généraliser. Parce que lorsque vous étudiez les dossiers des décès des hommes, elles sont nombreuses, celles qui sont responsables de la mort de leur mari. Soit par négligence, soit par empoisonnement, soit par violence conjugale. Est-ce que ça, c'est pas trop dire, monsieur? Non, c'est la vérité.
C'est là parce que nous avons trop de cas. Nous avons trop de cas. Je vais vous dire ce cas insolite que j'ai vécu à Kara, hein, à la caisse d'épargne en ce temps-là, aujourd'hui sous nos banques, où une veuve s'est éclatée, hein, qui s'est mise à pleurer à chaudes larmes parce qu'elle regrette avoir participé à l'assassinat de son mari. Elle croyait avoir de la pactole, une pactole, hein, de veuvage, de droit de veuvage. Mais elle est allée, on lui a donné moins de 10 000 francs comme son droit parce qu'elles sont nombreuses. Quand le droit de veuvage est arrivé, la pension de veuvage est arrivée, elle trouve que ce qui lui revenait ne lui permettait plus de s'occuper de ses enfants. Ces cas sont légion aujourd'hui. Il faut vraiment que les femmes ne considèrent plus le mariage comme une profession ou la mort du mari comme une occasion, une opportunité de s'enrichir. Mais se poser la question, quelle est leur part dans la charge familiale? En cas de décès du conjoint, qu'est-ce que je deviens avec mes enfants? Au lieu de regarder et faire des calculs sur l'héritage. Je suis parfaitement d'accord que si l'homme meurt aujourd'hui, si on me posait la question, qu'est-ce que ma famille deviendrait ou qui devrait mourir le premier entre mon épouse et moi, je dirais, je suis candidat pour partir le premier. Je suis convaincu que quand la femme est survivante, elle peut mieux s'occuper des enfants avec le peu que j'aurais laissé. Et maintenant, quelle part voudriez-vous qu'on lui donne dans cette situation? Les 25% qu'on lui laisse, c'est largement suffisant. Et les 115% qui reviennent aux enfants, c'est aussi bon. Pour vous, il n'y a pas besoin de modifier cette partie? Il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. S'il n'y a pas des intentions noires derrière, des idées noires derrière, eh bien, les épouses ou du moins les veuves survivantes devant l'héritage de leur mari défunt, je pense que le problème ne se pose pas si cet héritage revient à leurs enfants. Je suis formellement contre le fait que des parents du mari défunt viennent et cherchent à s'accaparer de l'héritage laissé par leur frère défunt. Je suis fondamentalement contre cela, mais je ne partage pas non plus que les veuves se réclament à être privilégiées dans le partage de l'héritage par rapport aux enfants. Ce n'est pas normal. C'est de la sorcellerie. Ce qu'on peut ajouter rapidement, vous savez, ce phénomène-là qui tend à prendre de l'ampleur lorsque vous prenez la plupart des joueurs africains qui ont fait fortune, ils sont très fructueux. À l'Occident, ils ont compris aujourd'hui que lorsqu'ils se mettent en couple avec surtout une blanche, c'est justement pour s'accaparer de ses biens. Ils ont commencé par être intelligents et lorsqu'ils prennent leur retraite, ils reviennent en Afrique, ils font leur vie. Soit ils ont avec leurs femmes. Ça veut dire quelque part que le phénomène dont décrivait tout à l'heure les mots existe bel et bien et continue également à prendre de l'ampleur. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Oui, merci. J'aimerais aborder le sujet sur l'aspect sécuritaire sur nos routes. Premièrement, j'aimerais tirer un chapeau aux forces de l'ordre qui régulent la circulation, spécialement aux forces de l'ordre du rond-point de la Limousine. Ils font quand même un travail assez énorme là-bas, mais j'ai l'impression que l'incivisme est en train de prendre de l'ampleur dans la circulation. Au moment où certains sont en train de voir un danger, au lieu de freiner, ils préfèrent klaxonner alors que le danger est devant. Et il y a des... Ils veulent avoir la priorité, tout simplement. Voilà, si tu en parles, on t'insulte et on te lance des mots assez dégradants. J'aimerais qu'on prenne conscience parce que la vie ne tient qu'à un fil. On ne roule pas avec la photocopie de nos vies, mais dès que tu meurs, c'est fini, quoi, tu ne vas plus revenir. Merci beaucoup. Merci. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste, directeur des cabinets Jurist Consulting. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjornou, vos mots de fin. Oui, vous savez, moi j'ai un coup de gueule sur un phénomène que nous vivons actuellement. C'est vrai que pour la plupart du temps, nous ne faisons pas partie de ce monde-là. Mais lorsque moi je veux me distraire, je m'en vais sur les alternatives que constituent ces réseaux sociaux. Mais nous constatons que ces derniers temps, nos artistes, si nous ne prenons pas définition un artiste qui est considéré comme celui-là, qui peut également éduquer, donc il peut être également un modèle. Mais lorsque vous vous aventurez sur ces réseaux sociaux, vous voyez
que ces artistes-là, ça donne à des clashs pas possibles, dans des mots assez virulents. Je pense que cela affecte négativement, en tout cas, cette idéologie ou ces valeurs-là que nous prêtons à ces artistes-là. Donc moi, j'invite le ministère de la Culture, si peu, véritablement à titre pédagogique, c'est vrai que les gens le font pour captiver un peu l'attention avec du buzz, comme ils le disent, mais justement cela affecte dangereusement, en tout cas ce modèle-là qu'on peut donc les attribuer, et je pense que le ministre de la Culture peut véritablement donc à titre pédagogique les rappeler à l'ordre, puisque ça ne fait pas du bien. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Constant Lemou, vos mots de fin. Mon mot de fin porte sur les jeunes qui sont en train de passer les examens de fin d'année. D'autres ont déjà leurs résultats, d'autres pas encore. Principalement sur la question d'orientation professionnelle, scolaire et professionnelle, dans la mesure où après le BPC, d'une manière générale, les parents ou les jeunes lauréats au BPC ne savent pas exactement où s'inscrire ou dans quelle filière s'inscrire pour s'assurer un meilleur devenir à la fin de leur bac ou à la fin de leur parcours universitaire. C'est important de faire très attention parce que la lutte contre le chômage commence dans l'orientation scolaire et professionnelle. Si les parents ne font pas attention, si les responsables de l'éducation ne font pas attention, nous allons toujours former des jeunes qui, à la fin, se retrouvent sur le banc des chômeurs et ce n'est pas du tout intéressant. Alors, j'invite tout un chacun à penser professionnalisation de l'enseignement, professionnalisation de la formation, de sorte que même si les entreprises et la fonction publique ne peuvent pas absorber rapidement ceux qui sont en fin de cycle ou ceux qui finissent leur formation, il faut que ces sortants puissent s'installer à leur propre compte et créer la richesse et la plus-value pour l'économie de notre pays. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé aussi sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir a été pour moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Gaston Fanou à la diffusion. Merci à Rebecca Bessou et Stéphane Kouanou à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.